Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 16 février, Le Parisien a publié une enquête sur un sujet tabou et douloureux lié à la fin de vie des couples de personnes âgées et malades qui ont parfois 70, 80, 90 ans et qui préfèrent mettre fin à leurs jours ensemble plutôt que de devoir vivre l'un sans l'autre. Certaines de ces histoires ont fait la une des journaux ces dernières décennies, mais il y en a d'autres beaucoup moins médiatisées. Rien qu'en Île-de-France, plusieurs cas ont été recensés ces derniers mois. Pour les familles et pour la justice, il est parfois difficile de prouver qu'il s'agissait bel et bien d'un geste d'amour. Cet épisode de Code Source est raconté par l'un des deux journalistes qui a signé cet article, Vincent Mongaillard, reporter à l'édition de Paris. Vincent Mongaillard, le point de départ de cette enquête, c'est une affaire repérée par notre consoeur Guénaëlle Callan de l'édition de Seine-et-Marne, une septuagénaire qu'on a choisi d'appeler Cathy pour préserver son identité. Elle comparaît devant le tribunal correctionnel de Meaux à la mi-février. Elle est jugée pour quel délit ? Cette petite dame de 74 ans qui se présente à la barre de manière un peu timide est poursuivie pour administration de substances nuisibles suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Concrètement, elle est jugée pour avoir fourni des médicaments à son mari dans le huis clos de leur pavillon. Et à la barre, elle commence d'abord par raconter le couple fusionnel qu'elle forme avec son époux depuis des décennies. C'est un couple qui s'est formé à l'adolescence, un couple qui s'aime avec une famille, des enfants soudés autour de ce couple. Et elle raconte que lorsqu'ils avaient tous les deux la cinquantaine avec son mari, ils ont scellé un pacte. Qu'est-ce qu'ils se sont promis ? Si l'un des deux venait à être atteint d'une maladie incurable, ils se suicideraient ensemble le même jour, le moment venu. En fait, ils ne concevaient pas la vie l'un sans l'autre. C'était entre eux une sorte de contrat moral, un contrat qui a été attesté par les proches lors du procès. Et une quinzaine d'années après avoir formulé cette promesse, l'un des deux époux tombe malade. Oui, c'est monsieur qui va être frappé par la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative. Il entrait régulièrement en crise, il pleurait beaucoup, son état de santé s'était dégradé ces dernières années. Et donc, ils vont décider de mettre à exécution leur fameux pacte. Et l'épouse va le répéter à l'audience, je la cite, « C'est une promesse qu'on s'est faite mutuellement, je ne l'ai pas obligée, mon mari aurait fait la même chose pour moi, on voulait mourir tous les deux, on voulait finir notre vie ensemble. » À la barre, Cathy raconte ensuite les événements qui ont mené à cette soirée de mars 2023 où le couple a prévu de passer à l'acte. Oui, c'était précisément le vendredi 24 mars 2023 au soir. L'époux malade semblait bien décidé à partir. Alors quand aurait-il demandé à son épouse ? Il regarde d'abord ce soir-là un concert de Johnny Hallyday à la télévision. Puis ils avalent chacun une trentaine de somnifères. Cathy, qui était épuisée, s'en faisait prescrire des somnifères. Elle disposait d'un petit stock et son mari l'aide alors à décapsuler les boîtes, puis le couple s'endort. Mais ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Oui, environ 24 heures après avoir pris les médicaments, le couple se réveille encore en vie. Alors Cathy va décider de brancher le tuyau d'aspirateur sur le pot d'échappement de leur voiture qui est stationnée dans l'allée. Alain s'assoit à la place du passager. Cathy, elle, s'installe derrière le volant. Elle tourne la clé de contact. Ils se tiennent la main. C'est ce qu'elle précise lors du procès. Elle dit même qu'il était consentant, qu'il savait ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais 1h30 plus tard, un voisin alerte les secours. Les époux vivent toujours, ils sont transportés à l'hôpital. Et une fois rétablis, Cathy est mise en garde à vue, puis placée sous contrôle judiciaire. Leur projet létal a là clairement échoué.
On va raconter la suite de cette audience à la fin de cet épisode, mais déjà, ce fait divers dramatique, Vincent Mongaillard, quand vous en entendez parler, il vous interpelle. Il me bouleverse et il me renvoie aussi à plusieurs drames ces derniers mois que j'avais observés en Île-de-France, qui concernent des couples âgés dont l'un des deux est malade, parfois même les deux, et qui, eux, ont connu une issue fatale. Contrairement à Cathy et Alain, ils n'ont pas échappé à la mort. C'est à chaque fois le même scénario macabre, un mari qui tue son épouse avant de se donner la mort. Alors on va énumérer ces cas un peu plus tard, Vincent Mongaillard, puisque vous vous êtes penché sur chacun d'entre eux. Mais d'abord, pour qu'on comprenne un peu, le suicide chez les personnes âgées, ça représente quoi en France ? Alors concrètement, sur les 9000 personnes en France qui se suicident chaque année, on a environ 3000 personnes âgées, donc un tiers des personnes qui se suicident sont des personnes âgées de plus de 65 ans. La tendance pour toutes les catégories d'âge est à la baisse en France, sauf pour cette classe d'âge des plus de 65 ans. Chez les plus de 65 ans, 75% des décès par suicide concernent des hommes, avec à chaque fois un mode opératoire très majoritairement violent. C'est soit la pendaison, l'arme à feu, la précipitation sous un train ou la défenestration. Et dans le cas beaucoup plus minoritaire de suicides de couple, vous en avez trouvé quelques-uns qui remontent à ces derniers mois en Île-de-France, mais il y a des exemples plus anciens et notamment un cas célèbre, très médiatisé en 1998, celui des époux Quillot. Qui sont-ils ? Alors, il y a d'abord Roger Quillot, c'est une figure du Parti socialiste. Il a longtemps été maire de Clermont-Ferrand, il a été sénateur, député et même ministre du Logement. En 1998, il est gravement malade, il a des difficultés respiratoires. Il y a aussi son épouse, Claire Quillot, rencontrée en 1948. C'est aussi une intellectuelle agrégée de lettres qui a été professeure de littérature. Le 17 juillet 1998, ce couple tente de mettre fin à ses jours à Clermont-Ferrand, mais l'épouse, Claire Quillot, est sauvée par les médecins. Oui, alors ce soir-là, après un bon dîner avec leur fils aîné dans leur appartement clermontois, le couple s'était couché, s'était embrassé et avait avalé des cachets en trinquant. Ils avaient aussi auparavant envoyé des lettres à leurs enfants. Quand les sauveteurs débarquent sur place au petit matin, ils ne parviennent pas à réanimer monsieur, mais son épouse Claire, si. Elle se réveillera à l'hôpital après 3 jours de coma. Et 5 ans plus tard, en 2003, elle fera une nouvelle tentative de suicide, qui, elle aussi, échouera. Claire Quillot se remet doucement de son deuxième suicide manqué. Réminiscence de juillet 98, lorsqu'elle et Roger décident ensemble de quitter ce monde. Déjà gravement malade, ils succombent, Claire en réchappe. Suivent alors pour elle 4 longues et douloureuses années de deuil. 53 ans d'amour heureux, au point de vouloir mourir ensemble. On n'a pas beaucoup de liberté dans la vie, on ne choisit pas de naître. On ne choisit pas son époque, ni son climat, ni les rencontres qu'on fait, ni les chances qu'on a ou les malchances. Mais la mort, est-ce qu'on va la subir ? Claire Quillot rejoint finalement son mari en 2005. Oui, elle met fin à ses jours en se noyant dans un lac du Puy-de-Dôme à l'âge de 79 ans. Cette dame militait au sein de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité, et n'acceptait pas de vivre privée de l'amour fou de son mari. Des années plus tard, Vincent Mongaillard, un cas similaire, fait beaucoup parler de lui. Il fait même la une du Parisien le lundi 25 novembre 2013, celui que la presse surnommait les amants du Lutetia. Alors qui sont-ils ? Il s'agit de Bernard et Georgette Cazes. Ils ont chacun 86 ans. Ils sont mariés depuis 60 ans. C'est un couple d'intellectuels qui vit à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine.
Lui était un économiste et philosophe. Elle était prof, enseignait le latin, les lettres. Et vers l'âge de 80 ans, lui a commencé un peu à perdre la tête et elle perdait la vue. Il craignait la séparation et la dépendance bien plus que la mort. Et en novembre 2013, ces deux époux préparent méticuleusement leurs adieux. Une semaine avant, ils ont réservé une chambre d'hôtel au Lutetia à Paris. C'est un hôtel luxueux. Alors cet établissement n'a pas été choisi au hasard. C'est là que Georgette avait, à la Libération, retrouvé son père qui revenait d'un camp de prisonniers en Allemagne durant la guerre. Donc le couple débarque à l'hôtel Lutetia. Ils demandent en arrivant à la réception qu'on leur apporte le petit déjeuner demain à 8h30. Et donc le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, ces deux époux sont découverts dans la chambre du palace par un employé. Oui, ils sont retrouvés morts par le garçon d'étage, avec chacun un sac plastique sur la tête, main dans la main, allongés sur le lit. Ils ont laissé 2 lettres, dont une au procureur de la République, dans laquelle ils déplorent qu'aucune loi française ne permette de mourir sereinement. Ils expriment leur colère de ne pas pouvoir bénéficier d'une mort douce et indiquent déposer plainte pour non-respect de la liberté. Eux auraient voulu mourir grâce à une assistance médicale ou en prenant une pilule létale, mais pas dans la clandestinité comme ils disent. Ils habitaient ce pavillon de banlieue parisienne. Leurs voisins voyaient toujours le couple bras dessus, bras dessous. C'était des gens très intellectuels, très charmants, et qui peut-être n'ont pas voulu, ont décidé d'arrêter leur vie avant de perdre leur autonomie. Vincent Montgaillard, cette histoire, elle soulève une vive émotion à l'époque et relance le débat sur ce qu'on appelle le suicide assisté en France. Oui, le suicide assisté en France est strictement interdit, contrairement à la Suisse, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, où l'on peut, sous certaines conditions très précises, mourir grâce au suicide assisté. On fait un saut dans le temps, une décennie plus tard, le jeudi 11 avril 2024, Jérôme Caz, le fils des 2 amants du Lutetia, publie une tribune dans le journal Le Monde. Qu'est-ce qu'il dénonce dans cette tribune ? Alors il dit d'abord qu'en France, un médecin a l'interdiction de vous aider à vous suicider, mais, dit-il, il peut vous faire enfermer pour vous empêcher de vous suicider. Il regrette aussi qu'on médicalise le sujet. Il écrit pourquoi diable mettre les médecins et le personnel médical au centre du jeu? Pourquoi demander à des personnes dont beaucoup considèrent chaque mort comme une défaite personnelle d'aider au suicide alors que leur présence est parfaitement inutile? Enfin, il se montre très en colère quand il dit « Honte à notre personnel politique si cette énième loi ne lève toujours pas la souffrance inutile qu'ont subie mes parents et qui peut, demain, être la souffrance de chacun d'entre nous. » Cette tribune, elle est publiée au moment où le gouvernement présente un projet de loi sur l'accompagnement de la fin de vie et l'aide à mourir. Que prévoit ce texte ? Alors, il prévoit d'abord de favoriser le développement des soins palliatifs. Ça, c'est un premier volet. Et il ouvre aussi l'accès à une aide active à mourir. Autrement dit, l'euthanasie et le suicide assisté pour les malades incurables, sous certaines conditions qui sont très strictes. Donc voilà, on parle d'aide active à mourir, mais les mots suicide assisté ou euthanasie sont tabous. Et finalement, ce texte qui signait une avancée sur le plan légal tombe à l'eau. Oui, l'examen du projet de loi à l'Assemblée est interrompu avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin. Ensuite, la chute du gouvernement Barnier va empêcher une reprise des débats parlementaires. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre, François Bayrou, qui est personnellement opposé à l'aide active à mourir et qui voudrait scinder ce projet de loi en 2 volets, avec d'un côté les soins palliatifs, qui est la partie du projet de loi la plus consensuelle, et de l'autre, l'aide au suicide, l'aide active à mourir, qui est la partie clivante du projet de loi, parce qu'il sait très bien que le second a peu de chances d'aboutir.
On en revient au cas récent que vous avez repéré en Île-de-France. À l'été 2024, un couple est retrouvé mort à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. 2 personnes de 79 et 81 ans qui sont retrouvées dans une résidence tranquille à Rueil-Malmaison. Lui est assis sur le canapé, un revolver de calibre 22 à la main, et elle assise sur une chaise dans le salon. Tous les deux sont morts d'une blessure par balle à la tête. C'est un voisin et un ami du fils du couple qui ont fait la macabre découverte. On sait que le monsieur était en bonne santé. Son épouse, elle venait d'apprendre qu'elle était gravement malade. Elle avait des vertiges ces derniers jours. Et donc c'est lui qui a tué son épouse avant de porter l'arme contre lui. Une lettre destinée à la petite fille de ces retraités a été découverte sur la table qui explique pourquoi ils ont fait ça. Vous avez pu parler avec un proche de ce couple et de leur fils qui est particulièrement marqué par cette histoire. Alors cet ami du couple, il est directement concerné par ce drame puisque c'est lui, avec le voisin, qui a fait la macabre découverte. Il est en contact très régulièrement avec le fils et il nous a raconté que la première interprétation du fils, quand il a su ce qu'il s'était passé, c'est « mon père a tiré sur ma mère », mais il considère aujourd'hui que c'est plutôt un acte d'amour de son père pour sa mère. On nous dit qu'il a accepté ce geste, même si pour lui c'est toujours une blessure à vif. Vincent Montgaillard, pour les enquêteurs, j'imagine que c'est pas toujours facile d'adhérer à la thèse du suicide à deux, consenti comme un geste d'amour, au vu du nombre de meurtres par le conjoint qui se produisent chaque année en France. Oui, parce que pour la justice, c'est d'abord un féminicide suivi d'un suicide. Pour les enquêteurs, c'est assez compliqué. Ça donne lieu à une enquête, mais qui va consister à essayer de trouver des indices, des preuves. Voilà, l'idée, c'est d'exclure l'intervention d'un tiers. Et si c'est le cas, les investigations s'arrêtent là. Pour la justice, le décès de l'auteur entraîne la fin de ce qu'on appelle l'action publique. Il n'y a plus personne à poursuivre. Une autopsie est généralement pratiquée pour vérifier les causes de la mort, vérifier qu'aucun tiers n'est impliqué. Si un tiers était impliqué, il serait bien évidemment poursuivi. Et dans le fond, a posteriori, on ne peut pas vraiment savoir s'il y avait vraiment un pacte d'amour qui avait été scellé entre les deux époux défunts. Oui, ça, seuls les deux époux le savent. Donc, il y a évidemment toujours une part de doute et donc de douleur supplémentaire pour la famille et les proches. En octobre 2024, à nouveau, un couple est retrouvé mort dans un pavillon, cette fois-ci à Chanteloup-les-Vignes en Essonne. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un homme de 87 ans qui a tiré sur son épouse de 84 ans avant de retourner le fusil contre lui. Les deux retraités étaient affaiblis par la maladie, lui par un AVC et elle par la maladie d'Alzheimer. Vous parlez avec la mère de Chanteloup-les-Vignes qui connaissait de loin ce couple de retraités. Quelle lecture elle fait de ce drame ? Alors pour Catherine Arenoux, qui est la mère d'hiver droite de Chanteloup-les-Vignes, ce sont des gens qui ont toujours été autonomes et dans leur tête, ils ne se sentaient pas à l'aise d'être à la charge de la société. Voilà l'analyse qu'elle fait. Cette mère, elle a aussi la particularité d'être médecin. Elle nous dit qu'on n'a pas à aller au-delà de la volonté des patients, qu'aucune loi ne peut se substituer à la volonté individuelle. Quand vous recensez tous ces cas qui ont eu lieu en Île-de-France, vous voulez contacter Jérôme Caz, le fils des amants du Lutetia, pour savoir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il vous répond et qu'est-ce qu'il vous dit ? Il nous répond que beaucoup de gens, en fait, ressemblent à ses parents. Des couples qui ne savent pas comment prendre le problème, il y en a partout. Il me dit « rien ne bouge, c'est agaçant », comme lassé par le statu quo au niveau de la loi. On en revient maintenant au début de cet épisode de Code Source et au procès de Cathy, cette septuagénaire qui a tenté de mettre fin à ses jours avec son mari. Ils ont tous les deux survécu. Que réclame le parquet à son encontre ? Alors la substitute du procureur a requis une peine comprise entre 20 et 24 mois de prison avec sursis. Elle a justifié cette peine en disant c'est elle qui a fourni les médicaments en quantité et c'est elle encore qui a eu l'initiative du second procédé. Le discernement, dit-elle, de son mari était altéré. Cathy a finalement été condamnée à 1 an de prison avec sursis.
est-ce qu'elle a le droit aujourd'hui de revoir son mari Alain ? Alors, au moment du jugement, le président du tribunal lui a demandé si elle avait des questions. Cathy a répondu qu'elle n'en avait qu'une seule de question, c'est « Est-ce que je peux revoir mon mari ?» La réponse du tribunal a été oui, sans aucune restriction, alors que juste après le drame, elle n'était pas autorisée à le faire. Cathy va donc pouvoir rendre visite à son mari de 78 ans comme elle le souhaite. Son mari qui est, depuis la tentative de suicide, placé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Merci à Vincent Mongaillard. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Clara Grouzis et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story. Vous retrouvez chaque samedi une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.